tu as dit oui. Simplement, on va juste parler de Changelin et puis du Bitlit, Oui. de l'ouvrage. On va commencer peut-être par l'ouvrage Bitlit. Ouais. Simplement, une petite trace historique. Quand est-ce que ça commence, la Bitlit? La Bitlit, le terme est assez récent en soi, Ouais. puisqu'il a été inventé après l'engouement en France suite à la série Twilight. Donc le terme est très récent, mais par contre les romans en soi de Bitlit, qui n'existaient pas sous ce nom, existent depuis beaucoup plus longtemps, puisque le genre, je dirais, est né, entre guillemets, avec la série télévisée Buffy, et les romans encore plus tôt, les romans Anita Blake ou La Communauté du Sud de Sharon Harris. Qu'est-ce qu'ils ont, quelle était un petit peu leur caractéristique à ces premiers romans et à ces romans aujourd'hui? Alors, les caractéristiques, elles n'ont pas changé, c'est des héroïnes très fortes, ou à sale caractère, ou à caractère au moins très indépendant. C'est un univers, notre univers, urbain, moderne, mais dans lequel il y a aussi une composante surnaturelle, avec des vampires, des loups-garous, des anges, des démons, des ghouls, des zombies, qu'ils soient cachés ou qu'ils soient connus. Ce sont les deux composantes, l'héroïne et l'univers fantastique moderne. Et souvent, il y a une troisième composante qui est l'intrigue, qui comporte généralement une part de policier, une part de romance. D'accord. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on se souvient d'Anita Blake évidemment et de Buffy, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, là, depuis 2-3 ans, ça explose complètement? Pour moi, ça a été la sortie de Twilight en Ouais. France qui a déclenché vraiment un engouement, d'abord pour les toutes jeunes filles et aussi pour leur maman. Ça, j'ai un peu du mal à le comprendre, mais si, Twilight a su réunir tous les genres. Je dirais c'est aussi une reprise d'un grand terme classique de Roméo et Juliette. Et aussi, l'auteur s'est beaucoup inspiré de Jane Austen. Donc forcément, ça regroupe quand même, ça a fait appel à des thèmes connus et des thèmes appréciés, qui a fait que ça a un peu fait découvrir un genre. Et les gens brutalement ont demandé, et il y a eu, comme il y avait beaucoup de romans aux États-Unis qui étaient sortis depuis 20 ans dans ce genre, quand en France les éditeurs se sont dit « Ouh, mais il y a une demande », ils n'ont eu qu'à se servir dans un stock de plus d'une vingtaine d'années de romans. Quelle est l'affiliation avec Dracula? Parce que parfois on a vraiment l'impression que la figure du vampire a vraiment est très éloignée. Voilà. Elle s'est très éloignée. On en voit maintenant des vampires qui sont extraterrestres. C'est la confrérie de la Dague Noire ou Minuit, extraterrestres. Ils ne brillent pas à la lumière, mais ils sortent en plein jour. Il y a vraiment énormément de différences. Je dirais que c'est le nom. Surtout qui est resté peut-être aussi parce que ça fait appel à toute une série d'émotions et de clichés et toute une série de ressentis. Le vampire, c'est le symbole des tabous de notre société, de la peur du noir, de l'attrait du sexe, du sang, de toutes ces choses qu'on refoule. Et qu'il ait changé ou qu'il soit resté semblable au mythe de base, ça fait toujours appel aux mêmes référents et aux mêmes craintes. Donc le nom est important, mais c'est avant tout le lien avec les émotions que ça suscite. Ouais, pour toi, c'est véritablement les émotions qui expliquent le succès Les d'Habitude. émotions et le symbole que le vampire représente, je pense. L'immortalité, donc la jeunesse éternelle, l'amour éternel. On reste si Roméo avait vécu, il serait encore beau aujourd'hui, même s'il a... Hein. Et c'est le dépassement des tabous, le sexe, c'est l'être humain parfait parce qu'il a eu des siècles pour se perfectionner et pour se débarrasser, entre guillemets, puisqu'il n'y parvient pas toujours, de toutes ces émotions qui nous rendent imparfaits en quelque sorte. Est-ce que la Bitlit apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que finalement on réinvente pas l'eau chaude? Un petit peu si, mais je ne crois pas qu'on invente grand-chose en fait. Toute œuvre moderne est une reprise où l'innovation est plus dans la manière de présenter les choses, ou d'assembler certains éléments connus en fait. D'accord. Il n'y a pas rien de secret, tout se transforme. Est-ce qu'il y a des courants, des évolutions dans... Oui, il y a eu au début, comme on disait, la Bitlit, c'était essentiellement le vampire. Il y a eu beaucoup d'évolutions, puisque le vampire a changé, mais il y a eu aussi la mode du vampire, puis du loup-garou, puis il y a eu la phase des anges, puis il y a eu la phase des zombies. Après, ça évolue en fait, comme il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de propositions de romans, donc au bout d'un moment, le lecteur se lasse, il faut proposer autre chose. Après, il y a de l'évolution aussi dans les héroïnes, parce que tout le monde s'est lassé, je dirais, d'avoir une éternelle Buffy, et encore Buffy avait bien évolué à la fin de la série, mais on ne peut pas continuer à garder une héroïne de 15 à 20 ans qui n'a pas d'autres soucis que ceux d'une jeune fille étudiante. Les lecteurs vieillissent, ils ont envie d'avoir des personnages qui évoluent avec eux, et ils ont envie d'avoir des personnages qui leur ressemblent. Donc on trouve beaucoup de Bitlit maintenant, avec des héroïnes qui vieillissent au fur et à mesure de la série, et surtout qui ont les mêmes préoccupations que leurs lecteurs, une vie de famille. On avait vu tout à l'heure avec, c'était Cassandra O'Donnell,
son héroïne qui est métisse et qui a une fille adolescente à gérer. Ouais. Une adolescente à problème, ce n'est pas un pléonasme, qui vieillit beaucoup trop vite et qui est à moitié vampire et surtout moitié sorcière. Donc voilà, c'est des héroïnes qui ne sont pas toujours déconnectées de notre univers maintenant, mais qui ont aussi des problèmes de loyer, et de kilos, de régime, de voisinage, et en plus de sauver le monde. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution du genre ? Parce qu'on dit que la mode va retomber à un moment, mais... Je ne sais pas si elle va retomber ou si elle va se transformer pour se rentrer un petit peu dans la norme. Il y a eu une mode Harry Potter aussi, ouais. Et il y a toujours énormément de gens qui aiment Harry Potter et tous les romans dans le même style, mais on en parle beaucoup moins parce que c'est rentré dans les habitudes. Et je pense que la Beat-Lit va faire un petit peu pareil, tout le monde continuera à lire de la Beat-Lit, mais on en parlera moins parce que ce sera devenu une habitude. D'accord. On parle de ton roman à toi ? Oui, mais avec plaisir. Comment est née un peu l'idée de changer ? Je vais faire comme Stéphanie Meyer, j'ai vu ça dans un rêve. En même temps, c'est un peu la vérité. C'était un projet qui était longtemps mûri, mais que je n'ai pas concrétisé tant que j'ai pas vu un personnage. Je sais pas pourquoi, j'ai une image d'une jeune fille en train de manger avec délectation quelque chose de répugnant, de la cervelle. Dégueulasse. Et ça m'a donné, le coup de pied aux fesses ou le coup d'envoi surtout. J'avais la base pour démarrer l'intrigue qui était déjà construite, mais j'avais envie de partir sur une image qui me donnait le personnage en fait. Et comment est-ce que tu le vois, toi, ton personnage d'adolescente qui est en pleine mutation ? En fait, j'adore Cyrine, mais en même temps je la déteste. Elle est pleurnicharde. Elle est tout le temps en train de s'apitoyer sur son sort. Elle est passive, elle subit les événements, elle se plaint en permanence et je m'aime même pas, et mon papa il est pas gentil, et ma maman elle est pas gentille. Et dans le tome 2, j'ai donné un gros coup de pied au cul et elle se remue, ça va mieux. Mais c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection en même temps, parce que si elle pleurniche, c'est fatigant, c'est énervant, mais elle a quand même de bonnes raisons de se plaindre. Parce que bon, à la base, elle subit un déménagement, sa famille avec qui tout se passait bien explose, elle a peur de devenir folle, elle croit être malade. Dans le nouveau lycée où elle est, elle n'a pas d'amis et tout le monde se moque d'elle. Bon, bah, c'est pas vrai. Elle a quand même des raisons de se plaindre. Et qu'est-ce qui se passe en plus ? Elle se fait traquer par des mecs bizarres qui veulent l'enfermer dans un laboratoire. Elle a de quoi se plaindre. Donc je l'aime beaucoup quand même, parce que même si elle se plaint tout le temps, je crois que je ne l'ai pas ménagée. Le fait que tu aies choisi une adolescente et pas une adulte, c'est parce que c'est l'âge du changement ? C'est l'âge du changement, donc ça ouvre la voie à beaucoup d'histoires et de problématiques. Et c'est aussi peut-être parce que autobiographie. C'est vrai, tu as mis toi dedans ? J'ai vécu à Marseille et j'ai déménagé en Bretagne. J'ai eu une adolescente très difficile, avec beaucoup de conflits familiaux que je n'ai pas forcément tout le temps très bien digérés. La peur de la folie, des troubles mentaux, les questionnements, je les ai tous vécus et j'ai mis 10 ans à m'en dépatouiller. Donc il fallait bien que ça ressorte et on dit que Woody Allen fait ses psychothérapies par ses films. Je suis le Woody Allen de la littérature. Comment est-ce que la série va évoluer pour ceux qui ont lu le premier tome ? Dans le premier tome, l'éditeur m'avait dit c'est du Twilight à la marseillaise. Il s'était un peu planté, il n'y a pas de roman d'amour, il n'y a pas de vampire et on quitte Marseille. J'ai quand même pris en compte ces remarques. Dans le tome 2, il y a une histoire d'amour. Il y a aussi une histoire de viol. Il y a aussi des morts. Il y a du drame. Dans le tome 2, Cyrine arrête d'être la victime des événements, elle prend les choses en main et elle donne des gros coups de pied là où ça fait du bien. D'accord. Voilà. Et les personnages détestables de l'histoire se prennent aussi des raclées, mais c'est pas pour autant que je les aime pas aussi, que je vais pas les faire empirer dans le tome 3. Et sur quoi est-ce que tu travailles ? Sur le tome 3. Sur le tome 3, mais est-ce que tu as d'autres envies, d'autres projets pour après ? Je viens d'envoyer des éditeurs 2 synopsis de romans. Enfin non, 4. Ouais. 4 synopsis de romans, 2, enfin c'est un pour un diptyque un peu dans le même style que Changelin, mais pas le même univers. Et après 2 tomes plus, pas du tout de fantastique, mais plutôt polar féministe. Polar féministe. J'avais envie de tester autre chose que du fantastique, voir si j'arrive à me dépatouiller de situations embrouillées sans avoir du surnaturel. Je ne dirais pas en roue de secours, mais pour me tirer d'affaire. D'accord, ok. Eh bien très bien, merci beaucoup. Merci.